Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire live d'immersion virtuelle en Institut de formation en soins infirmiers. L'IFSI vu de l'intérieur par des étudiants et par des formateurs. Je m'appelle Olivia Devine, je suis formatrice et je suis accompagnée de deux de mes collègues, Sandra Poiré et Anne-Sophie Olivier, formatrice également. Pour animer cette intervention, on est accompagné également d'étudiants, donc de 4 étudiants de première, deuxième et troisième année, Léna, Anthony, Hugo et Jeanne. Nous avons été également accompagnés par la cellule communication et Madame Audrey Stanek de la communication du CHU est présente également. Concernant l'organisation du webinaire, donc, il va s'organiser autour d'interventions en binôme avec des étudiants et des formateurs. Nous allons évoquer l'établissement, ses possibilités d'accueil, l'association des étudiants, les stages, la continuité pédagogique, également les valeurs ajoutées à notre établissement, les valeurs ajoutées pédagogiques. Tout au long du live, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat questions-réponses. Nous répondrons à vos questions soit au fur et à mesure du live parce qu'on sera en train d'aborder le sujet qui vous préoccupe, soit il y aura une séance de questions-réponses à la fin. Le webinaire est enregistré, il sera disponible en replay, notamment sur le Facebook du CHR et sur le site de l'Institut Gernaise Rieux. Pour commencer cette intervention, rien de tel pour une immersion vue de l'intérieur qu'un film de présentation de notre institut de formation. Un petit peu ce que vous venez de voir, donc c'est un petit film qui est rapide, mais n'ayez pas de crainte, on vous le repassera en fin d'intervention. Nous allons reprendre chaque loco pour vous déterminer un petit peu plus précisément leurs fonctions. Donc, vous serez accueillis au niveau de l'accueil de l'IGR, qui sera le premier contact quand vous rentrerez dans l'Institut, accueillis par des agents d'accueil composés de 3 personnes, Laurence, Angélique et Alain.
C'est un lieu d'orientation, des visiteurs et d'information et aussi en tant que futur étudiant probablement, de réservation des salles, de la disponibilité des salles, mais c'est aussi toutes les informations concernant l'internat. Ensuite, vous avez pu observer, une salle d'amphithéâtre, hein, donc cette grande salle, qui est étant principalement, utilisée dans la, réalisation des cours magistraux par l'intervention de nos différents, médecins, professeurs et intervenants. Donc nous possédons 3 amphis au sein de l'IGR. Vous avez vu le plus grand et il est utilisé en promotion complète, mais également avec l'inter-IFSI, puisqu'il peut y avoir la réalisation de cours avec les différents IFSI de l'agglomération. Nous sommes ensuite arrivés sur les salles de travaux dirigés, salles de TD, qui sont principalement utilisées pour les temps privilégiés avec les formateurs en groupe plus restreints, donc des groupes d'environ 25 personnes, 25 étudiants, pour la remobilisation des apports théoriques qui ont pu être dispensés en cours magistraux. Donc, je vous ai dit en promotion complète, nous avons des promotions jusqu'à 140 étudiants. Donc, vous doutez bien que nous ne faisons pas que des cours à 140, donc les TD en groupe plutôt de 25 personnes, 20-25 personnes. Vous avez pu observer les salles de travaux pratiques, salles de TP, plus fort, principalement utilisées pour les temps principalement utilisées pour la mise en pratique des soins infirmiers, l'apprentissage des gestes d'hygiène et de confort, mais aussi tout ce qui est soins techniques qui vous parlent peut-être un peu plus en tant qu'infirmier, comme la réalisation de pansements, la réalisation de préparation de perfusion, des thérapeutiques, tous les soins possibles en soins infirmiers. Vous avez pu visualiser le centre de documentation de l'IGR, donc qui est à disposition des étudiants, qui vous permettront des recherches documentaires et des recherches littéraires, avec un soutien et une aide de 2 documentalistes présentes à chaque ouverture de ce centre. Vous avez pu observer de nombreux ordinateurs, donc il y a présence d'ordinateurs mis à disposition des étudiants au sein même du centre de documentation, mais il y a aussi cette salle dédiée avec une bonne dizaine d'ordinateurs qui est mise à disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les étudiants. Ensuite, au sein de notre IFSI également, vous pourrez aussi bénéficier d'un internat. C'est une des particularités de notre IFSI où on vous met à disposition un internat donc sur place au sein de l'IGR. Vous serez accueillis donc en chambre individuelle avec des espaces de vie communs. Et cela pour le tarif de 34 € par nuit ou 180 € par mois. Les extérieurs de l'IGR peuvent aussi y accéder, mais pour un tarif un peu plus élevé, c'est-à-dire de 176 € par mois. Ensuite, vous avez pu également visionner sur le film que nous venons de vous passer des espaces de vie communs et les espaces repas qui sont au sein même de notre structure et dont vous pouvez bénéficier. C'est-à-dire qu'il y a un site, sur le site, un self où vous pouvez vous restaurer le midi au prix de 4 € environ pour un repas avec un plat, un dessert, une boisson ou une entrée. Et vous pouvez aussi bénéficier d'un petit espace pause détente et pause repas où vous retrouverez des micro-ondes, des distributeurs alimentaires et des distributeurs de boissons dans lesquels vous pouvez vous servir. Ensuite, vous avez aussi par étage des petits salons qui sont à votre disposition où vous pouvez vous retrouver avec différents collègues de promotion ou entre promotions. Et puis, comme vous avez pu le voir sur la fin de la vidéo, nous bénéficions d'un parking qui vous est accessible gratuitement avec la carte d'établissement qui vous sera remis à partir du moment où vous serez inscrit dans notre formation en soins infirmiers. Et donc, vous pourrez vous garer à proximité de l'Institut Gernerieux. Pour poursuivre notre présentation, je vais passer la main à Léna qui va vous présenter plus particulièrement l'association des étudiants en soins infirmiers.
Alors du coup, l'association des étudiants infirmiers, donc nous on l'appelle l'AI, je suis vice-présidente du BDE. Donc on s'occupe d'organiser des activités, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école. Donc on a déjà pu organiser des goûters de Noël, on a pu confectionner des pulls d'école pour montrer notre appartenance à l'école, mais aussi des événements extérieurs comme des sorties, des after-work, donc des sorties dans des bars après les cours, même si c'est plus compliqué cette année avec la crise sanitaire, mais on a aussi pu aller faire du bowling ou dans des restaurants. Et donc, on essaye d'organiser des activités pour tout le monde, pour tous les âges, et pour que ça convienne au maximum de personnes. Et donc, je vais poursuivre la présentation avec Madame Poiré pour vous parler des stages. Alors, vous m'entendez bien. Donc, effectivement, on voulait vous présenter la particularité de notre institut aussi au niveau de l'attribution et de l'affectation des stages, puisque sur les 3 ans que vous pourrez suivre dans cette formation, vous n'aurez pas à aller chercher vos stages. Donc, nous avons des conventions avec des établissements extérieurs. Nous avons bien sûr le site du CHR avec les différents services mis à disposition à nos étudiants et toute la diversité des services que vous pouvez imaginer au sein du CHR. Donc, ces lieux de stage vous sont attribués par le biais d'une référente de stage. Vous avez pour autant l'opportunité de pouvoir choisir un lieu de stage qui sera le dernier stage dans le cadre de votre stage S6, semestre 6, donc projet dans le cadre d'une professionnalisation. Donc, je vous ai dit qu'il y avait une grande diversité sur ces différents lieux. Vous avez des structures hospitalières, vous avez des structures médico-sociales, vous allez dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées, vous allez dans les crèches, crèches municipales, crèches d'entreprise, privées ou publiques. Vous allez aussi, par exemple, à la SNCF, dans des entreprises, tout secteur confondu, privé, public, avec une préparation de stage auparavant qui est organisée par les formateurs, notamment de suivi pédagogique ou les référents de promotion. Donc, vous ne partez pas comme ça, vous n'êtes pas lâché seul, vous êtes préparé à votre stage. Durant le stage, on a à cœur de venir vous accompagner sur le terrain. Donc, on fait des accompagnements cliniques sur le terrain de stage par une visite du formateur, accompagné de votre tuteur de stage. Ça nous permet de voir un petit peu, de faire le point avec vous sur le déroulé du stage. Ça n'est en aucun cas une évaluation, c'est un accompagnement. Et au retour de stage, on vous organise une exploitation, souvent donc en groupe, et vous pouvez exprimer votre vécu, positif, négatif, tout ce que vous avez envie de partager avec vos collègues étudiants. Et pour ça, je vais laisser Léna vous faire un petit retour de son expérience sur ces différentes étapes et vécus de stage. Alors du coup, pour les stages, c'est comme l'a précisé Madame Poiré, on a la chance d'avoir accès à beaucoup de services et à beaucoup de structures différentes. Et les formateurs nous accompagnent bien pour qu'on puisse réussir pendant nos stages. On nous explique bien avant tout ce qu'on doit mettre en place, tous les objectifs qu'on doit mettre en place, enfin tout ce qu'on doit faire pour arriver à réaliser nos objectifs et à progresser pour au final être prêt à la fin de notre formation à réaliser les soins infirmiers. Et même si on a un problème ou quoi que ce soit, ils sont toujours à notre écoute et ils sont toujours là pour nous aider pendant les stages, pour répondre à nos questions. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Madame Anne-Sophie Olivier qui va vous parler et puis à notre étudiante qui sera accompagnée par Jeanne, pour vous parler un petit peu des ateliers, un point positif aussi que nous avons à cœur de tenir au sein de notre formation. Je vous laisse la parole. Merci Sandra. Et donc, par rapport à ces ateliers, je vais être avec Jeanne pour présenter cette partie sur une particularité, comme disait Madame Poiré, de notre institut de formation, puisque ce sont des ateliers qui ont été mis en place depuis 2009 et qu'on propose gratuitement aux étudiants en soins infirmiers au sein de notre structure. Les objectifs de ces ateliers, c'est de développer la confiance en soi, de gérer le stress et puis de développer ensemble des stratégies du coup de réussite pour les étudiants en soins infirmiers pour mener à bien leur projet professionnel.
Ça se déroule sur une demi-journée sur la semaine et de ce fait, ça permet aux étudiants de participer à différents ateliers qui peuvent être des ateliers de relaxation, de toucher massage, de rire, le calcul de dose, l'atelier bien-être, enfin mieux-être et sport animé par à chaque fois des formateurs, les cafés pédagogiques et le bien manger. Ces ateliers sont bien, estimés par les étudiants et je vais peut-être laisser Jeanne justement, parler un peu du retour des étudiants quant à ces ateliers. Alors, il y a une petite enquête qui a été faite en 2019 et les ateliers sont fort plébiscités. Il y a 70% des étudiants de promo qui y participent. Ils ont mis une moyenne de notes de 8 sur 10. Donc, c'est très apprécié et ils voient la différence sur leur développement personnel, le bien-être et la détente et également l'esprit d'équipe que les ateliers procurent. Et ça répond aussi à toutes leurs difficultés, leurs interrogations durant la formation. Nous, cette année, à cause du Covid et le contexte, on n'a pas pu encore y participer, mais c'est une enquête de 2019. Voilà. Et ces ateliers sont vraiment gratuits et animés par des formateurs, qui se mettent en tout cas au service des étudiants. Ensuite, on va évoquer avec Jeanne, du coup, une autre particularité de notre accompagnement au sein de notre IFSI, c'est qu'on met en avant l'accompagnement qu'on peut avoir auprès des étudiants durant tout leur cursus et on a différentes façons de le faire et notamment grâce au suivi pédagogique. Il faut savoir qu'au sein de l'IFSI du CHU, vous avez un formateur référent pédagogique qui va vous suivre pendant les 3 années de votre formation. C'est vraiment quelqu'un qui va co-construire avec vous votre parcours de formation pour vous mener à la réussite et au diplôme d'État et devenir des infirmiers dans les services et au sein des différentes structures. C'est organisé de la manière suivante, c'est-à-dire que nous avons des rendez-vous réguliers qui sont planifiés sur le SharePoint, en tout cas sur une plateforme que les étudiants utilisent. Et puis, c'est des suivis individualisés qui permettent de co-construire donc à la fois le parcours de formation, s'assurer des validations, des ECTS par semestre, mais aussi négocier et voir ensemble le parcours de formation idéal de l'étudiant pour pouvoir l'affecter dans des stages qui vont lui permettre d'aller explorer toutes les facettes du métier. Ensuite, ce référent suivi pédagogique vraiment tisse une relation particulière, une relation de confiance avec les étudiants qu'il guide jusqu'à la fin de leur formation et on travaille vraiment ensemble. Jeanne, peut-être vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ce suivi pédagogique? Donc moi, je suis au semestre 1, donc on a eu très vite un rendez-vous avec notre formateur référent. Donc c'est vraiment notre formateur individuel, parce qu'on a aussi des formateurs référents de promo. Donc il y en a 2 et ils nous suivent pendant les 3 ans. On a notre référent pour individuel et on a aussi des suivis de groupe. Donc ça nous aide vraiment après les stages ou même avant les stages à vraiment nous exprimer. Et comme on est un petit comité, ça aide aussi les timides à se mettre en avant également et pouvoir exprimer leurs doutes, leurs craintes, mais aussi leur expérience, ce qu'ils ont appris, peut-être les objectifs de stage, voir avec les autres. En fait, c'est vraiment un partage. Quand c'est en collectif et individuel, c'est vraiment personnalisé, voir les difficultés et améliorer les études et voir les difficultés par rapport à des UE ou rectifier très vite. Mmh. Et vraiment, même pendant le confinement et effectivement toute cette période d'épidémie, Jeanne, je pense que ça s'est maintenu au niveau du suivi et des rendez-vous de suivi pédagogique. Votre micro peut-être, Jeanne. Ouais, oui, merci. j'ai eu ma référente qui m'a suivie.
En tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est vrai que même la situation actuelle que nous pouvons vivre par rapport à l'épidémie de Covid a maintenu quand même l'accompagnement qu'on peut avoir auprès des étudiants. On a donc, comme disait aussi Jeanne, des référents de promo, mais là, c'est plus avec de la hauteur et on suit, il y a deux formateurs qui suivent l'ensemble d'une promotion sur les 3 ans et qui aussi les accompagnent jusqu'au diplôme d'État, mais de manière moins individualisée, plus collective. Maintenant, je vais céder la parole à Madame Devigne également, qui va aussi évoquer une autre manière plus ludique de travailler avec nos promotions et donc les sorties de promotion que nous pouvons organiser au sein de notre institut. Alors, les sorties de promotion, elles ont été organisées chaque année, souvent en début de 3e année. Elles sont organisées effectivement dans un but de vraiment fédérer la promotion et donc on a eu l'opportunité d'aller régulièrement sur des voyages d'une journée à la mer, hein, notamment on avait eu la possibilité d'organiser une journée à Berck où on a pu faire un jeu effectivement en extérieur avec l'ensemble des étudiants le matin et puis l'après-midi profiter par des jeux, un pique-nique et c'est vraiment des éléments qui vont permettre de fédérer une promotion et pour nous c'est aussi important, c'est un peu comme pendant les ateliers, ça nous permet d'avoir une relation différente avec les étudiants. On aime bien effectivement pouvoir créer des liens avec des étudiants, même si chacun reste effectivement dans son rôle de formateur, dans son rôle d'étudiant. Mais c'est pour nous aussi une autre approche et ça nous permet parfois de voir les étudiants différemment. Puis eux leur permet de nous voir également différemment et d'autres liens peuvent se tisser lors de ces moments-là. Donc c'est vraiment des moments très riches et qu'on n'a pas pu forcément maintenir cette année, mais qu'on reprendra dès que cela est possible. Et donc maintenant, je vais enchaîner avec Anthony, qui est en 2e année sur tout ce qui va être simulation en santé et donc avec de la simulation en présentiel au centre de simulation Présage. Hein. On a différentes formes de simulation à l'IFSI du CHR de Lille. Il faut savoir que plus de la moitié de l'équipe pédagogique est formée en simulation. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important. On a la chance, en étant sur le site du CHU, de bénéficier en fait du centre de simulation Présage qui recrée effectivement, ils ont 8 chambres qui reproduisent des environnements, donc l'environnement des chambres de médecine, des environnements de chambres de chirurgie, de réanimation, de blocs opératoires, donc qui sont accessibles à l'ensemble des formations médicales, paramédicales. Donc on essaie d'y aller 1 à 2 fois avec les étudiants par année. Donc un étudiant, globalement, va pouvoir y aller 3 fois durant sa scolarité. Et donc ça, c'est vraiment effectivement des moments importants où l'étudiant est dans l'apprentissage expérientiel. Le principe de la simulation, c'est jamais la première fois sur un patient. Donc on travaille essentiellement autour de situations d'urgence pour que les étudiants puissent travailler à la fois leurs émotions, la manière de mener à bien cette situation d'urgence et aussi la manière dont on va travailler ensemble en équipe de professionnels pour que la prochaine fois, quand ça va se reproduire sur le terrain, parce que malheureusement, c'est des choses qui font partie du quotidien, ils se sentent plus aguerris et aient déjà une expérience. Donc, je ne sais pas si Anthony, vous voulez dire quelque chose par rapport à ça ou si vous avez déjà eu l'occasion d'y participer en première année du coup. Oui, j'ai eu l'occasion d'y aller déjà 2 fois en première année. C'est vrai que c'est quelque chose qui, en général, est très apprécié des étudiants. C'est quelque chose qui reste de la simulation, mais pour autant, c'est quelque chose de ludique et d'interactif. Les étudiants passent chacun leur tour dans les chambres, témoins, j'ai envie de dire, avec un faux patient dans le lit, et donc des petits scénarios comme ça, surprises, qui nous permettent de réagir, comme si c'était,
une situation réelle. On est filmé et la situation est donc retransmise dans une salle où les autres étudiants peuvent nous voir. Ça se fait en petits groupes, donc il y a vraiment aucune pression et ça nous permet de voir si on arrive à réagir et si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. On peut faire, du coup un retour avec les étudiants et avec les professeurs après par la suite pour, pour s'améliorer et puis apprendre, de façon ludique du coup. Merci Anthony. Alors, on a aussi d'autres formes de simulation développées sur notre institut de formation. Donc, on a la simulation lors des soins relationnels. On a la simulation avec un concept qu'on a créé au CHR qui s'appelle la chambre d'observation. Donc, la chambre d'observation, c'est la reproduction d'une chambre d'EHPAD, donc avec une résidente simulée dans un environnement et qui permet aux étudiants de développer ce sens de l'observation. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé ici au sein de l'IFSI. Et puis, on a également de la simulation numérique en partenariat avec My Serious Game, où on a développé de la simulation numérique qui est complémentaire de la simulation présentielle et pleine échelle, et qui nous a bien aidé durant ce confinement et qui nous aide également à travailler les situations que peuvent rencontrer les étudiants. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, Anthony. Encore une fois, c'est des contenus qui sont apportés par l'IFSI et qui restent vraiment des contenus ludiques et qui permettent d'apprendre vraiment en jouant pour le coup, notamment pour l'interaction, sur l'ordinateur. Enfin, ça fait vraiment des situations, heu, par thématique, que ce soit, enfin par pathologie et cetera et ça ressemble un peu à un jeu vidéo comme les Sims, par exemple, où, il y a votre personnage, donc l'infirmier qui est dans l'hôpital et puis, qui peut aller dans les chambres et cetera et il y a un scénario à suivre et à la fin, on a donc, un compte rendu de tout ce qu'on a fait, si on a fait des erreurs ou pas et ce qui permet vraiment de s'entraîner, de façon ludique encore une fois. Pour ce qui concerne les soins relationnels, c'est pareil. Alors cette année, c'était un peu particulier avec le covid, mais ça s'est fait, en distanciel. Beaucoup de personnes étaient sceptiques et finalement, c'est très bien passé pour tout le monde, aussi bien les intervenants que les étudiants. Ça permet, vraiment de se mettre en scène, au niveau de petites scénettes, de soins relationnels, et d'échanger ensuite sur nos réactions et sur les réactions, du patient, enfin du dit patient puisque c'est un étudiant qui joue patient, hem, par rapport au contenu donc de l'entretien et d'avoir un retour pour pouvoir ensuite, lorsque la situation se représentera, sur le terrain, dans la réalité, qu'on sache réagir, de la bonne façon. Merci Anthony. Alors maintenant, on va aborder une des thématiques qui nous restent, c'est l'enseignement en distanciel. Durant toute cette année, on a dû faire face à une continuité pédagogique, voire on a été amené à transformer nos méthodes pédagogiques. Et donc pour commencer, on vous a préparé un petit film qui retrace le quotidien de Louise, une étudiante infirmière.
merci pour cette présentation. Donc, je suis accompagnée d'Hugo pour parler de l'enseignement à distance. Donc, Hugo, comment avez-vous vécu cet enseignement à distance dans cette période particulière que nous vivons? Alors, il faut savoir donc du coup qu'on passe par la plateforme Teams à l'IFSI du CHU de Lille. Donc c'est une plateforme où du coup on peut assister aux cours en visio et c'est vrai qu'au départ c'est quand même, assez compliqué parce que c'est nouveau donc le temps de la réadaptation, il faut quand même s'adapter donc c'est pas facile. Mais une fois qu'on a bien compris comment ça marche, les cours s'enchaînent, c'est comme en présentiel, les apports sont les mêmes, les cours sont les mêmes. Alors après c'est sûr qu'au quotidien c'est quand même, moins attrayant que le présentiel parce que le présentiel, on a quand même, l'aspect, humain de la formation, même si on a quand même quelques cours en présentiel. Mais, c'est vrai qu'au quotidien, on a peut-être un peu de mal des fois à se concentrer, connecté à tous les cours, donc voilà. Mais si on fait des efforts, on peut tous y arriver et avec la bonne organisation de l'équipe, pédagogique, ça marche super bien. Merci Hugo, c'est vrai qu'on a essayé de maintenir au maximum les enseignements et on peut le dire, à part peut-être la simulation pleine échelle et certains TP au départ qui n'avaient pas pu être maintenus, et même maintenant on arrive à remaintenir les TP en demi-groupe. Donc vous êtes en groupe de 6 à 7 étudiants, ce qui est quand même largement confort. C'est vrai qu'on avait une plateforme de visioconférence collaborative, ce qui nous a permis de mettre en place rapidement l'enseignement distanciel. Donc, les étudiants avant avaient accès à leur planning avec les salles, hein, ce que vous avez vu dans le petit film. On s'excuse parce qu'il y avait un petit souci de son. Maintenant, au mieux d'accéder, de pousser la porte de la salle, ils cliquent sur le lien qui les emmène en réunion. Donc, on a maintenu à la fois des cours magistraux, mais qu'on essaye de rendre un peu plus interactifs, parce que maintenir son attention en distanciel, c'est pas la même chose effectivement qu'en présentiel. Et puis, on essaye d'être là au maximum pour les étudiants et de continuer avec du suivi pédagogique et de dynamiser avec des méthodes ludopédagogiques. Il y avait également un questionnaire, il me semble, qui avait été fait par les étudiants. Je ne sais pas si c'est vous, Hugo, ou si c'est Anthony, où vous aviez pu récolter la satisfaction des étudiants quant à cet enseignement distanciel. Alors, Anthony, lui, il a pu faire un questionnaire, sur l'ensemble de la promo. Alors moi, de mon côté, j'ai fait un questionnaire sur, juste la promo des premières années. Donc, c'est un promo la promo. Ouais, donc en effet, j'ai pu mettre en place un questionnaire sur l'ensemble des 3 promotions dernière, on va pas se mentir, mais finalement, tout le monde s'est très vite adapté, que ce soit les étudiants ou les profs ou l'ensemble de l'équipe. Du coup, tout s'est très bien goupillé et à partir de là, depuis septembre, en tout cas, c'est beaucoup plus fluide, les cours en distanciel. Maintenant, du coup, tous les étudiants trouvent en général, enfin, ils trouvent des points positifs. Il y a forcément des points négatifs, comme sur toute chose, mais dans l'ensemble, tout se passe bien pour tout le monde et personne n'a vraiment de gros problèmes à suivre les cours en distanciel. Donc, le bilan, en tout cas pour l'instant, est plutôt positif, même si tous les étudiants aimeraient revenir en présentiel, mais comme tout le monde, je pense, pour pouvoir récupérer un peu, enfin, une vie de promo en études supérieures comme tous les étudiants le souhaiteraient. Alors, je vais poursuivre l'intervention. Mais c'est une expérience et un échange qui peut être aussi intéressant de pouvoir discuter avec d'autres étudiants en stage.
Sur les stages, j'ai omis tout à l'heure de vous parler, et il y a eu une question en ce sens, sur la possibilité de faire des stages à l'étranger. Donc, nous avons tous les ans des étudiants qui partent à l'étranger. Ça va du Sénégal, qu'est-ce que je vais dire, à la Réunion, enfin voilà, c'est hors Union européenne. Vous vous doutez bien qu'avec la situation sanitaire, ça n'a pas pu se faire l'année dernière et ça ne pourra sûrement et probablement pas se faire cette année, mais nous travaillons et nous avons des conventions avec ces pays-là et notamment par le biais des associations pour pouvoir faire vivre cette expérience qui est une expérience très bien vécue par les étudiants et très appréciée. Et pour ça, nous avons en général une vingtaine d'étudiants tous les ans qui partent à l'étranger. Si vous voulez intervenir, mes collègues, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que les stages ont été maintenus en situation Covid? Alors, dans la situation actuelle, effectivement, tous nos étudiants bénéficient de leurs stages. Ça a été un peu différent l'année dernière, vous vous doutez bien, puisque ça a été un confinement brutal et puis une mise en place. Donc, il y a eu des annulations de stages, mais pour autant, on a retrouvé des stages à chacun de tous les étudiants. Donc, il n'y a pas eu d'étudiants sur le côté. Il y a eu des petits ajustements, il y a eu parfois une neutralisation d'un stage, mais depuis la rentrée de septembre, plus aucun stage n'est annulé. Et si certains services de soins n'accueillent pas d'étudiants par crainte, parce qu'on peut entendre qu'un patient immunodéprimé fragile, c'est des services qui n'accueillent pas d'étudiants, il y a d'autres stages qui ont pu être affectés à ces étudiants. Personne n'est resté à l'IFSI sans avoir eu cette expérience de stage. Mais éventuellement, l'ENA a vécu cette expérience, d'autres étudiants présents également. Si vous voulez échanger là-dessus, l'ENA, vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur votre vécu en stage avec ce Covid et les réaffectations. Alors, c'est sûr que l'année dernière, ça nous a tous surpris. Moi, je suis partie en stage au mois de mars l'année dernière, donc juste avant le confinement. Donc, j'ai pu seulement réaliser 2 semaines de stage sur mon premier terrain de stage. J'étais en lycée, donc forcément, les lycées ont fermé. Donc, j'ai pu être réaffectée en fonction des besoins aussi du CHU. Donc, moi, j'ai été affectée, par exemple, à la garde des enfants du personnel soignant. Donc, c'est ce qu'on peut... ça peut s'apparenter un petit peu à de la crèche. Mais du coup, on n'est pas resté sur le côté. Et comme j'ai eu un stage neutralisé aussi sur la deuxième partie, j'ai pu travailler en secteur Covid. Donc, ça a fait de l'expérience en plus. Mais on a vraiment pas été abandonnés pour les stages. La question de l'admission. Merci, Léna. Alors, dans les questions qu'il y a pu y avoir, effectivement, donc, surtout sur... Il y a une question qui nous a été posée, c'est « Notre institut est-elle un institut privé ou public ?» Nous sommes un établissement public, donc le financement de la formation peut selon effectivement les ressources ou autres, les conditions précises vous sont apportées par le secrétariat. Mais sachez qu'il n'y a pas, le Conseil général finance ces études, contrairement à certains établissements où il y a une participation mensuelle à fournir. Donc, nous sommes un établissement public. Et donc, par établissement public, en fait, vous avez les frais de scolarité à vous acquitter, c'est 170 € à l'année. La CVEC, c'est la cotisation de vie étudiante, c'est environ 90 € à l'année également. Et après, c'est les blouses que vous allez devoir payer en début de formation qui équivalent à peu près à entre 60 et 90 €, mais pour l'ensemble de la formation, ça dépend du nombre de jeux de blouses que vous prenez, si vous en prenez 3 ou 4. On continue avec les questions, Madame Poiré? Alors, il y a une question sur les cours et la plateforme numérique. Nous mettons effectivement tous les cours à disposition selon l'accord que nous avons de l'intervenant, mais on va dire 90% des cours sont mis effectivement sur une plateforme numérique partagée. Donc, vous avez accès à tous les supports de cours dans la majeure partie des cas. C'est ce qu'on appelle, nous, notre SharePoint. Nous avons eu des demandes sur les critères d'admission.
Alors, effectivement, dans le cadre des critères d'admission, il y a eu une demande sur le concours. Il n'y a plus de concours pour l'admission à l'établissement et à notre institut de formation. C'est une inscription Parcoursup. Que vous soyez au lycée, que vous ayez arrêté vos études, l'inscription se fait par le biais de Parcoursup. Après, il y a d'autres parcours comme des reconversions. Il y a une question sur la reconversion. Il y a une question sur le PACES. Est-ce qu'il y a des passe-droits gérés pour le PACES? Il n'y a pas de... Voilà, c'est la sélection Parcoursup. Donc, où je voudrais mettre l'accent sur la sélection Parcoursup, et normalement, vous avez déjà donc l'ouverture de Parcoursup la semaine dernière, c'est que nous avons accès, il a été demandé, donc nous avons accès aux notes à vos bulletins, donc pas que les notes, hein, les bulletins, les appréciations de première et de terminale, à l'observation de votre professeur principal et votre directeur d'établissement. Nous avons accès également à la fiche d'activité, et c'est là où je vais mettre l'accent sur la fiche d'activité et l'intérêt de remplir cette fiche, parce que tous les ans, dans l'étude des dossiers que l'on fait, nous avons des fiches d'activité qui ne sont pas remplies. On pense que l'information ne passe pas bien auprès des établissements scolaires. Cette fiche d'activité, vous devez la remplir et on va y trouver des engagements dans des associations, des qualités personnelles, dans l'encadrement des enfants, dans le sport. Donc cette fiche d'activité, elle n'est pas anodine. Et nous avons accès, bien sûr, à votre lettre de motivation qui est un peu limitée sur le nombre de caractères. Voilà pourquoi il est important de remplir la fiche d'activité. Pour plus d'informations sur l'admission de la sélection Parcoursup, on vous conseille et on vous oriente sur la journée JPO qui a lieu le 30, donc c'est-à-dire samedi. Il faut s'inscrire assez rapidement parce que vous devez vous inscrire avant jeudi pour pouvoir participer à ces JPO, mais nous avons notre direction et notamment Madame Ducroux qui vous fera une présentation et qui rentrera plus en détail sur la sélection Parcoursup et les dossiers Parcoursup. J'espère avoir répondu en attendant à votre demande. Il y avait la question sur le diplôme étranger. Il y a aussi, nous avons tous les ans et nous accueillons tous les ans des candidats qui viennent avec effectivement un diplôme étranger avec des équivalences en France ou nécessité. Donc ça, c'est une demande aussi auprès de notre direction. On étudie le dossier, on voit l'équivalence que vous avez par rapport à la formation et s'il y a besoin de faire la totalité de la formation ou simplement une partie de formation. Mais donc ça, c'est des cas un peu particuliers. Vous pouvez également avoir plus d'informations auprès de notre secrétariat, de notre direction. Mais oui, nous accueillons à la fois des médecins étrangers, à la fois des infirmiers étrangers et nous en accueillons tous les ans. Alors. Je vais me permettre de répondre à quelques questions. J'avais répondu dans le chat directement et notamment aux questions sur le port du voile en TD. Donc, il y avait eu également une autre question concernant la différence déjà entre un TD et un TP. Je vais d'abord revenir dessus pour bien expliquer effectivement le port du voile. Donc, un TD, c'est un travail dirigé. C'est comme une classe de 22 à 25 étudiants où vous allez travailler des dossiers, avoir un cours ce qui nécessite de l'interaction par rapport à un cours magistral avec les étudiants, avec le formateur, avec les autres étudiants et avec le formateur. Le TP, c'est vraiment l'apprentissage des gestes pratiques. Comment on apprend à faire une toilette, comment on apprend à faire une prise de sang, comment on apprend à faire un pansement et plein d'autres encore. Pour les TP, en fait, le port du voile n'est pas autorisé parce qu'il est considéré effectivement comme de l'exercice professionnel. En revanche, dans tout ce qui était des cours magistraux, cours en distanciel également, le port du voile est accepté étant donné qu'on est soumis aux mêmes réglementations que l'enseignement supérieur. En revanche, effectivement, c'est différent quand on va aller faire par exemple de la simulation pleine échelle au centre de simulation, quand on est en stage ou quand on fait des travaux pratiques. Donc j'espère avoir répondu à votre question par rapport à ça. On a quand même de nombreux étudiants qui sont voilés en cours et ça ne pose aucun souci.
L'école accueille-t-elle des personnes ayant des pathologies assez conséquentes? De toute façon, vous avez une visite médicale et je pense que le mieux, c'est de vous renseigner auprès d'un médecin agréé. On ne va pas pouvoir répondre aux questions particulières aujourd'hui. On a des étudiants qui sont en situation de handicap. Après, à voir si la situation de handicap aussi peut être compatible avec l'exercice de la profession. En cas de problème de santé temporaire, est-il possible d'avoir un aménagement de type preneur de notes, report de stage, etc. Là également, tout dépendra effectivement de problèmes de santé temporaires. Forcément, un stage peut être reporté une fois. Par exemple, quelqu'un qui se casserait la jambe, qui est plâtré, bien évidemment, il ne peut pas venir en stage et donc ce stage va être reporté. Après, on peut aussi conseiller parfois des interruptions de formation qui, pour faire face à une difficulté, soit un problème de santé, soit des difficultés financières. On peut entendre aussi que des étudiants aient besoin de retravailler. On soit amené à faire des interruptions de formation qui peuvent aller de 1 à 3 ans. Donc après, vous êtes toujours accompagné par votre formateur de suivi pédagogique en lien avec l'équipe de direction pour répondre à ces questions. Combien prenez-vous d'étudiants en première année? On a toujours un quota à 140 pour la première année, et 36 places qui sont réservées aux candidats en reconversion professionnelle. Bonsoir. Comment va se passer si on est actuellement dans un IFAS? Moi, je suis à Valentine-l'Abbé. Est-ce que j'ai des chances d'être sélectionnée chez vous tout de même? Ça veut dire que vous sortez de l'IFAS. Alors, il faudrait qu'on puisse en discuter à côté. Peut-être voir souvent, effectivement, les étudiants qui passent par un IFAS et qui sont diplômés choisissent plutôt d'aller travailler pendant 3 ans, puisqu'au bout des 3 ans, vous avez la possibilité d'intégrer la formation en aide-soignant de plus de 3 ans, donc avec la possibilité d'être financé également par votre employeur. Et de la même manière que ce soit pour les aides-soignants de plus de 3 ans et les étudiants PACES, avant il y avait des validations systématiques et maintenant ça fait l'objet d'une demande sur dossier après validation de la section pédagogique. Donc ça, pour les étudiants qui viennent des PACES ou les aides-soignants de plus de 3 ans, sachez maintenant que ce n'est plus systématique, c'est valable pour tous les IFSI et de la métropole et les autres également. Et donc du coup, vous devez faire des dossiers en demandant cette validation. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on va peut-être prendre le relais. Il y a une question sur l'internat et on nous demande est-ce que quand on vit à l'internat, on mange dans notre chambre, on est isolé dans notre chambre? Vous avez pu voir dans la vidéo les espaces de vie communs qui restent ouverts aux personnes, je sais pas mis ma cape, qui restent ouverts aux personnes qui vivent à l'internat. Donc, il est mis à disposition des micro-ondes, voilà. Donc, vous avez, mais l'ENA est un internat et peut-être plus échanger sur vous, sur sa vie à l'internat. Excusez-moi, j'avais coupé le micro. Donc, à l'internat, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, vous avez quand même des parties communes. Donc, dans la partie commune, vous avez tout ce qui est des plaques de cuisson, un four, des micro-ondes. Donc, vous pouvez vous faire à manger vous-même. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller au self. Par contre, c'est interdit de cuisiner dans les chambres. Donc, vous ne pouvez pas avoir votre propre plaque de cuisson dans votre chambre ou votre micro-ondes. Mais en fait, vous vivez votre vie comme vous le souhaitez, simplement respecter les autres autour de vous. Et voilà, c'est juste ça. Mais ça permet de vraiment aider les étudiants. Et comme on vous l'a expliqué, le loyer est vraiment abordable. Donc, ça aide beaucoup pour suivre la formation.
Alors, on avait également une question pour savoir si c'était plus difficile pour une future étudiante issue d'un bac pro A2SP. Jusqu'à présent, on a des étudiants qui viennent de différents horizons avec différents baccalauréats et néanmoins, le taux de réussite n'est pas moindre. Je pense que c'est aussi l'envie et l'élément motivateur qui va vous amener à vouloir devenir infirmière, qui va vous aider à passer les différentes étapes. Pareil, une question était posée sur si on a déjà réalisé une année à l'université, avons-nous moins de chances pour être admis? Non, vous n'avez pas moins de chances. Il faut juste que vous valorisiez, comme disait ma collègue Madame Poiret précédemment, dans votre dossier Parcoursup, tout ce que vous avez mis en place et vos motivations pour arriver jusqu'à notre formation. Il y avait aussi une question tout à l'heure sur la différence. Quelle différence faites-vous entre les TP et les TD? Donc, quand on parle de TP, c'est vraiment des travaux pratiques où on vous encadre et on vous accompagne dans le développement des compétences techniques. Donc, vous pourriez, par exemple, faire des travaux pratiques pour faire des prélèvements, apprendre à faire des prélèvements veineux, apprendre à faire des pansements, donc différents soins infirmiers. Par contre, quand on parle de TD et travaux donc dirigés, on est plus sur de l'apprentissage sur dossier, de la remobilisation de connaissances, mais quelque chose de plus théorique, moins pratique. Je ne sais pas si peut-être, Jeanne, vous voulez juste dire quelques mots par rapport à ça, justement, par rapport au TP et au TD. Jeanne, ouais. Oui, c'est le temps d'activer. Oui. Oui, les TP, c'est surtout tout ce qui est attrait au métier vraiment technique, donc tout ce qui est sonde vésicale, poser une perfusion, donc les calculs de dose avant. Ça va être déroulé durant toute l'année et c'est avec des petits groupes voilà, de maximum 20. Et les TD, c'est vraiment pour, par exemple, les cours qu'on voit au niveau législatif, par exemple, ben, c'est remobiliser les cours durant les TD. Donc, mais c'est en groupe. Donc, ça va être beaucoup pour nos révisions et la compréhension des cours magistraux, par exemple. Merci, Jeanne. Effectivement. Alors là, on approche de l'heure, effectivement, de notre intervention auprès de vous. Et du coup, nous allons clôturer l'événement et répondre en même temps. Nous allons continuer à répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre en direct live. Et nous allons répondre par écrit à vos questions, du coup. Nous espérons en tout cas que cette... Comment ? Ouais, nous allons vous faire passer un questionnaire de satisfaction, s'il vous plaît, si vous aviez l'opportunité de pouvoir répondre pour qu'on puisse voir votre satisfaction quant à notre intervention et ce live d'immersion au sein de notre Institut Gernerieux. Normalement, doit apparaître sur vos écrans le questionnaire. Si vous voulez bien y répondre de la manière la plus authentique possible pour que nous, on puisse en tirer des statistiques quant à cette première intervention. Nous voulons vous remercier aussi d'avoir été nombreux à nous suivre et on espère que cette intervention a pu vous satisfaire. Sur le côté, vous pouvez retrouver dans le fil de discussion mise par Madame Devigne l'adresse de l'IGR du CHU de Lille dans lequel vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la formation infirmière et parfois d'autres informations que nous délivrons au sein de l'Institut Gernerieux aussi. Et nous voulions vous dire aussi que donc ce samedi, vous pourrez avoir accès aux journées portes ouvertes de notre Institut Gernerieux, pareil, de manière virtuelle. Vous avez en tout cas la publicité sur les différents réseaux sociaux du CHU de Lille et vous pouvez vous inscrire pour avoir des informations généralistes sur la formation, sur l'inscription via Parcoursup et le projet pédagogique au sein de notre institut.
Nous allons du coup clôturer les collègues par rapport à cette intervention. Je ne sais pas si vous revenez, en tout cas les étudiants et puis Madame Poiret, Madame Devine, si vous voulez bien rallumer votre écran pour saluer les spectateurs qui étaient à notre live. On vous remercie du coup pour votre participation. On espère avoir répondu au maximum à votre demande. Donc, on va essayer de répondre aux questions a posteriori et on vous a mis donc du coup le lien pour le site du CHU. Et il y avait quelqu'un qui avait posé la question pour le lien pour l'inscription pour les JPO. Vous allez le retrouver à cet endroit-là. Les JPO sont également tournés vers l'ensemble des formations, donc les 8 formations qui ont lieu sur l'IGR. On vous remercie pour votre participation. Je vous remercie également en espérant avoir satisfait effectivement vos demandes, en essayant d'avoir pu répondre à toutes vos questions, qui étaient très riches, un échange très intéressant. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à bientôt.